donc au café Ma Boussole Aidant. Juste pour rappel, Ma Boussole Aidant est donc le site qui oriente et qui prend soin aussi donc des personnes qui accompagnent des proches au quotidien. Donc nos cafés ont pour but d'échanger sur des enjeux, donc mais aussi de mettre en lumière des solutions donc qui existent sur les territoires. Bonjour Florent et bienvenue. Bonjour Anne, bonjour à tous. Merci de l'invitation et ravi d'être là pour pouvoir échanger. Est-ce que, pour commencer, vous pourriez donc, dans les grandes lignes, nous indiquer quelle est l'activité de cette famille et qu'est-ce que vous pouvez proposer? Donc, Florent Hury, je suis en charge de l'innovation sociale au sein de cette famille. J'ai été infirmier pendant plusieurs années. J'ai rejoint cette famille il y a bientôt 5 ans, donc au début de l'aventure, et je suis ravi aujourd'hui de présenter cette famille et plus particulièrement les colocations pour seniors, parce que c'est un projet que j'ai porté avec le président de cette famille, Paul Alexis. J'étais là au commencement et à la création des premières maisons. Donc très rapidement, cette famille, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui a été fondée en 2016 à Argentan, dans l'Orne. Et historiquement, cette famille a pour but de promouvoir les alternatives d'hébergement pour nos seniors. Donc, le premier cœur de métier a été la promotion, la constitution d'un réseau d'accueillants familiaux au sein du dispositif de l'accueil familial. Mais petit à petit, on s'est rendu compte qu'on ne répondait pas à toutes les sollicitations qu'on avait, par manque tout simplement de place au sein de ce dispositif qu'est l'accueil familial. Donc, on a petit à petit réfléchi à ce qu'on pouvait mettre en place pour avoir plus de disponibilité pour les seniors ou les aidants qui nous contactaient. Et on a créé, maintenant, il y a un peu plus de 2 ans et demi, les premières maisons partagées. Cette famille, les 2 premières étaient dans le Morbihan et dans le Tarn-et-Garonne. Ces maisons sont aujourd'hui la principale innovation que porte cette famille et le principal cœur de métier. Et le but est d'enrichir au fur et à mesure ces places, ces maisons qui ouvrent. Donc aujourd'hui, on a une vingtaine de maisons qui sont ouvertes. On en a 20 autres qui vont ouvrir d'ici fin du premier trimestre 2024. Et on espère bien en avoir une bonne centaine à la fin de 2024. D'accord. Et elles sont réparties sur tout le territoire ou sur des lieux en fait bien spécifiques? Alors, tout à fait. Elles sont partout en France. De toute façon, quand on voit les besoins inhérents à l'hébergement de nos seniors, j'ai envie de vous dire qu'il pourrait y avoir des maisons de cette famille absolument partout, vu les besoins. Aujourd'hui, c'est plutôt qu'on prend du temps à ouvrir une maison. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, malheureusement, parce que, encore une fois, vu les besoins. Mais c'est plutôt une conjugaison de facteurs, que ce soit la maison en tant que telle, parce que cette famille a 95% de ces maisons sont des maisons rénovées qui sont au sein tout simplement du territoire et des communes sur lesquelles elles se trouvent. Donc, ces maisons sont rénovées, donc il faut trouver la bonne maison qui fait la bonne taille, il faut ensuite le temps des travaux et puis ensuite il faut l'ouvrir. Donc, tout ça prend un petit peu de temps, mais c'est plutôt la conjugaison justement de la maison, de la faisabilité du projet, de l'inclusion bien sûr des partenaires locaux, les élus qui sont en première ligne et qui sont souvent démunis pour leurs administrés âgés sur leur territoire. Et ensuite aussi nous l'organisation qu'on va avoir en interne pour accompagner cette maison dans le temps. Donc, c'est la conjugaison de ces facteurs qui permet d'ouvrir une maison. D'accord. Ok, donc ça prend du temps et on comprend pourquoi. Et alors pour le coup, est-ce que vous pouvez nous dire en fait à qui s'adressent ces maisons, donc quel est le niveau de dépendance, perte d'autonomie, est-ce qu'elles s'adressent aussi aux personnes handicapées en situation de handicap vieillissante, voilà, qui en fait vient dans ces maisons, à qui s'adressent en fait ces maisons?
Alors, aujourd'hui, on a deux modèles existants de maisons. On va avoir les maisons pour la perte d'autonomie dite entre guillemets classique. Une personne ne peut plus rester chez elle à la suite d'un événement de vie. Hein. On a tous en tête parfois une chute ou un problème au domicile qui fait que le maintien au domicile n'est plus possible, ou d'ailleurs la personne ne souhaite plus être à domicile. Donc ça va être le premier modèle des maisons. Et ensuite, il va y avoir un modèle qui s'adresse plus particulièrement aux pathologies neuroévolutives et donc aux troubles cognitifs. Donc ça permet, en fait, ces deux modèles-là permettent d'avoir un spectre assez grand pour toucher un public le plus large possible et que ça soit accessible à tout le monde. Comment on fait pour entrer dans une maison et savoir si ce qui est proposé au sein de la maison est adapté à chacun? On a ce qu'on appelle un bilan de situation, qui est un entretien assez long, qui balaye beaucoup d'éléments de la vie de la personne. Ça va être son projet de vie, ça va être la dynamique sociale, ça va être les besoins du quotidien, ça va être les besoins même en ressources médicales ou paramédicales qu'il peut y avoir déjà en place. Et en fait, ce bilan de situation nous permet à la fin de pouvoir être tout à fait honnête avec la personne et de lui dire eh ben, super, l'habitat partagé, c'est ce qui pourrait correspondre à vos attentes. Super, l'accueil familial, ça pourrait correspondre. Et on a aussi l'honnêteté de dire, ça risque d'être compliqué. Et on vous aiguille plus vers une autre solution. Dans ce cas-là, ça peut être l'institution médico-sociale de type EHPAD, ça peut être même une résidence-service senior, ça peut être d'autres solutions. Ce bilan de situation permet en fait d'individualiser le fait de venir en colocation et permet tout simplement de dire à la personne si c'est bon ou si c'est pas bon. D'accord. Et pour le coup, donc si je comprends bien, il y a deux types de maisons, on va dire des maisons qui accueillent donc la perte d'autonomie donc liée à l'âge et plus un second type de maisons qui sont en lien avec donc la dégénérescence, donc plutôt type Alzheimer, j'imagine. Donc ou apparenté, évidemment. Donc voilà, exactement. Oui, bien sûr. Donc ok. Et donc vous faites un entretien donc pour voir en fait si ça correspond aux besoins de la personne et si vous pouvez les accueillir dans de bonnes conditions, j'imagine, hein, parce que ça c'est important. Mais quel est je veux dire, il y a pas de schéma type, c'est-à-dire que la dépendance en fait peut être variée, est-ce qu'il y a vraiment des barrières ou des interdictions? Enfin voilà, je veux dire. Par exemple, être en GIR 1, ce n'est pas possible. Alors, c'est une question. Hein. Ah oui, bien sûr. Et je suis ravi d'y répondre. En fait, la barrière, encore une fois, elle est individualisée grâce à ce bilan de situation. Oui. Et la barrière, la limite qui va exister en toute transparence, ça va être la médecine de ville locale, parce que les maisons, cette famille, sont des domiciles, les colocataires sont chez eux, factuellement, ils ont un bail à leur nom, c'est leur domicile. Donc, la seule limite possible, ça va être la médecine de ville et le maillage des professionnels du territoire qui vont en fait, une fois que la maison est ouverte et une fois que tout s'est enclenché, que la vie quotidienne règne au sein de la maison et que les personnes évoluent au sein de cette maison, ça va être ce qui se met en place justement pour les accompagner en plus de l'accompagnement qui est au sein de la maison avec des assistantes de vie qui sont là pour les gestes de la vie quotidienne. Du coup, la limite existante va être la limite de la médecine de ville. Mais heureusement, on aime souvent dire que les choses ne vont pas ou autre. On vit quand même dans un beau pays où le maillage existe. Il y a des solutions qui permettent d'accompagner le plus longtemps possible au sein du domicile. Donc, les maisons de cette famille, au même titre qu'un domicile particulier, va permettre d'aller jusqu'à la fin de vie, selon les possibilités sur le territoire, selon l'accord des autres colocataires au sein de la maison, selon également l'équipe qui est sur place et qui est apte à ce moment-là ou pas à gérer ce type de situation.
Ok. Donc, si je comprends bien, il faut en fait imaginer les maisons proposées par cette famille comme donc de l'offre domiciliaire, c'est ça, hein, donc voilà. Donc ça a forcément quand même ses limites. Donc si la perte d'autonomie est trop importante, vous orientez plutôt en fait la personne vers des établissements type EHPAD pour que la prise en charge soit optimale et qu'il n'y ait pas de prise de risque. Alors, ça peut tout à fait. D'accord. Et c'est déjà arrivé, hein, évidemment. Mais il y a aussi le côté où, justement, là où une personne serait à son domicile particulier et ne pourrait pas y rester parce que les aides humaines qui pourraient être mises en place ne seraient pas suffisantes. Parce que, typiquement, les aides qu'on met en place à un domicile, va y avoir, bien sûr, un service d'aide à domicile qui intervient et qui va venir soutenir la personne dans son quotidien, mais elle ne peut pas être là H24. D'accord. C'est aujourd'hui le cas dans les maisons 7 familles. Donc, en fait, on permet de prévenir le départ vers l'institution. On permet d'offrir un cadre de domicile chaleureux et familial le plus longtemps possible. Si la personne a une évolution de ses pathologies, une évolution de sa dépendance qui demande un accompagnement différent et qui serait du coup proposé en institut, en établissement, on l'accompagne, on ne la met pas dehors, on l'accompagne vers la bonne solution localement, toujours en lien bien sûr avec la personne et avec ses aidants. Mais on a aussi eu des cas où la personne a pu finir sa vie au sein de son domicile, qui était une maison 7 familles, tout simplement. Ok, donc très bien. Et alors, je reprends une question que je vois apparaître, mais que j'avais aussi envie de vous poser, c'est qui fait l'évaluation? Qui fait cette évaluation au moment où ça devient trop compliqué? L'évaluation d'entrée dans l'établissement? Tout à fait. Ce bilan de situation, je peux vous en parler en plus parce que c'est moi qui l'ai élaboré à mon entrée chez cette famille. Il est basé sur beaucoup de points. Il y a plus de 80 questions qui sont posées. Il est fait en interne au siège historique de cette famille à Argentan par des coordinatrices qui sont spécialement formées au fait de délivrer ce bilan de situation. Ensuite, c'est là où on aime bien, chez cette famille en tout cas, essayer d'avoir plusieurs étapes pour s'assurer que ce qui est proposé est adapté. Il y a le bilan de situation qui permet de dire OK, la personne visite avec ses aidants, etc., dit OK, je vais rentrer dans la maison. Et c'est là où, au moment où elle entre, que le service d'aide à domicile qui travaille au sein de la maison, lui, va faire en plus une évaluation des besoins qui va permettre d'adapter l'accompagnement au sein de la maison. Et quand il y a une évolution de la personne, cette évaluation des besoins est de nouveau faite et permet justement de mettre soit en lumière la différence entre l'évolution dans le temps, soit tout simplement de rajouter un accompagnement qui va être fait justement, comme on le disait, dans le cadre de la médecine de ville, soit par un SIAD, soit par des professionnels libéraux, médicaux et paramédicaux. D'accord. Très bien. C'est très clair. Est-ce que vous pouvez nous dire en fait comment ça se passe au quotidien donc dans ces maisons? Parce que c'est ça en fait l'intérêt aussi donc oui. de l'habitat partagé. Tout à fait. Alors, comment ça se passe? En général, ça se passe toujours très bien. Concrètement, il faut imaginer une colocation. C'est la même chose qu'une colocation étudiante, sauf que les personnes ont passé le bac depuis un peu plus longtemps, mais et ils ont une présence extérieure d'assistantes de vie. Ces assistantes de vie sont là pour être, j'aime bien dire, aux petits soins, parce que c'est vrai, factuellement, les équipes sont formidables. Elles vont être là pour que le petit déjeuner soit prêt, pour préparer chaque repas avant les repas. Donc, les colocataires interviennent, épluchent les légumes. Moi, j'adore aller dans les maisons après 11h du matin parce que ça commence à sentir bon. Les repas sont pris ensemble.
L'après-midi, il y a toujours des animations, soit assurées par les assistantes auxiliaires de vie, soit par des intervenants extérieurs. Par exemple, on travaille avec Ciel Bleu qui fait de la gymnastique adaptée au sein de la maison certains après-midi. Là, encore une fois, ça va dépendre de la vie locale de la maison. S'il y a une association de chorale, s'il y a une association de mosaïque, j'ai découvert ça sur une maison qu'on a ouverte il n'y a pas longtemps. Voilà, la vie se rythme sur des temps qui sont les temps d'une vie paisible et familiale et chaleureuse, les moments des repas, les moments de préparation de la vie quotidienne, des moments d'échange, et tout ça dans le maintien d'une liberté totale de chacun. Il n'y a pas d'heure de petit déjeuner, il n'y a pas d'heure… bien sûr qu'il y a un moment où on dit on mange à midi ou à midi et demi parce que le repas est prêt. Mais l'exemple du petit déjeuner est pour moi le plus parlant, c'est celui de dire vous avez envie de petit déj à 7h30 parce que vous vous levez tôt ou à 8h30 parce que vous vous levez plus tard. Il n'y a aucune restriction là-dessus. C'est tout l'intérêt de ce modèle-là qui permet justement d'avoir une vie en groupe en ayant la liberté pour chacun d'avoir son propre rythme de vie, quoi. Ok. Et alors, que je comprenne bien, ok, donc ils préparent le repas ensemble, ils prennent… mais est-ce que tout est mutualisé, le coût en fait donc des repas, le ménage, est-ce qu'ils se partagent voilà, alors j'imagine que parfois c'est quand même compliqué, mais enfin voilà, c'est en fait juste dans le fonctionnement du… comment voilà, comment les tâches sont partagées, comment ils s'organisent. Tout est mutualisé entre l'ensemble des colocataires, que ça soit l'accompagnement délivré par les assistantes de vie, que ça soit la nourriture, la blanchisserie, c'est-à-dire voilà, la gestion des vêtements, des draps, etc. Tout est mutualisé et tout est assuré par l'équipe sur place. Et l'avantage qu'il y a à être 8, c'est la taille moyenne, hein, ça va de 6 à 10 maximum. Par contre, il y a une taille maximale, c'est 10 personnes. C'est justement le cadre qu'on a créé permet à chaque maison d'être unique. On parlait des colocataires et selon leurs envies, de cuisine ou de repas. Au sein de chaque maison, il y a un conseil des colocs, comme on appelle, qui est un peu qui réunit autour de la table les colocataires, ou dans le cas des maisons pour les personnes ayant des troubles cognitifs, ça peut être les aidants qui prennent le relais également. Et à ce conseil des colocs, va avoir lieu des discussions sur l'ensemble des aspects de la maison. Les animations, on a eu une nouvelle intervenante le mois dernier qui est venue avec ses lapins pour faire de la zoothérapie. Je prends un exemple très concret en plus. Bon, vous en pensez quoi? Les lapins, c'était pas top parce qu'ils sont partis et on préfère recevoir des chiens. Je vous prends un véritable exemple. Ils en discutent ensemble et ils définissent eux-mêmes quel souffle ils vont donner à la maison et quel projet ils vont donner à cette maison. Donc, ça rejoint également les repas, ça rejoint également, on a parlé des animations, des repas, même derrière, si il y en a qui veulent organiser un petit voyage à la mer pour les maisons qui ne sont pas loin de la mer, c'est tout à fait possible. En fait, on redonne cette liberté totale aux personnes au sein de la maison. D'accord. Donc, tout est mutualisé. Donc, oui. Donc le repas, la prise, donc le ménage, le quotidien, de ce que nous faisons à la maison, bien sûr. Donc, ce sont des salariés, cette famille, et ensuite vous, on va dire, redispatchez le coût en fonction du nombre de colocataires, c'est ça? Alors, ce ne sont pas des salariés, cette famille, tout simplement parce que, j'aime à dire, chacun son métier. Nous, on sait trouver des maisons, on sait les rénover, on sait les ouvrir, on sait être sûr que la vie partagée au sein de la maison soit assurée. Mais l'accompagnement, c'est un métier et on a préféré confier cette tâche à des professionnels par le biais de services d'aide à domicile. Donc, ce sont les salariés du SAD qui interviennent au sein de la maison. Et là, encore une fois, chaque colocataire a son mot à dire par le biais du conseil des colocataires
pour savoir s'ils sont contents ou pas de l'accompagnement, etc. Et tout ça dans un souci de mutualisation des coûts et d'arriver à des décisions qui impactent cette mutualisation. S'ils ne sont pas contents de l'accompagnement, s'ils ne sont pas contents des repas, etc., c'est une discussion unanime et mutuelle entre tout le monde et qui permet d'acter des décisions. D'accord. Donc, que je comprenne bien, je vous titille un peu, mais donc les services d'aide à domicile, donc ok, donc vous faites appel à des services d'aide à domicile extérieurs, mais le coût global est quand même dispatché en fonction du nombre de colocataires. Ok. Tout à fait. Et si je suis colocataire et que je souhaite quand même avoir, par exemple, 1 heure d'aide à domicile en plus, hein, je sais. Ça, c'est possible et on me le facture en plus, c'est ça? Il y a un système entre ce qui relève du personnel et ce qui relève du collectif? Tout à fait. Exactement. Vous prenez un très bon exemple. Hein, quelqu'un qui, je ne sais pas, décide d'aller chez le coiffeur toutes les 2 semaines, la veille du repas en famille le dimanche. Elle peut tout à fait demander à avoir 1 heure de plus pour qu'on l'accompagne chez le coiffeur et qu'on la ramène à la maison. Ou elle peut demander, quand il y a un coiffeur qui vient au sein de la maison, à être coiffé plus souvent que les autres. Tout ça sont un moyen en fait d'être sûr que la liberté de chacun est accordée en ayant un socle commun qui est mutualisé et qui est la base du projet de vie partagé par tous. D'accord, ok. Je reviendrai tout à l'heure sur les modes de financement, parce que moi aussi ça m'intéresse sur combien ça coûte et quel est le reste à charge pour les colocataires. Je vois dans le fil de discussion qu'il y a quelques questions, mais juste avant, je voudrais juste qu'on termine un peu. C'est concernant donc les maisons, on va dire plus spécifiquement dédiées, donc on va dire aux maladies Alzheimer ou apparentées. Qu'est-ce qui est mis en place en fait spécifiquement pour eux? Parce que là, ça demande quand même plus de sécurité, plus aussi donc d'activité, donc pour les stimuler. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui se passe spécifiquement? Je crois que on a bien compris ce qui se passait, on va dire, dans des maisons un peu lambda, perte d'autonomie, mais dans les maisons spécifiquement Alzheimer, comment ça se passe? Alors, très honnêtement, le fonctionnement est très peu éloigné, mais il va y avoir des différences sur 3 aspects qui sont en fait, du coup, qui permettent d'avoir un accompagnement spécifique. D'un côté, au niveau de l'accompagnement, la présence au sein de la maison, la journée va être doublée. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une personne au sein de la maison tout le temps, on va avoir 2 personnes la journée et une personne la nuit. Le fait de doubler l'accompagnement permet de pouvoir répondre au moment de la journée où les personnes qui ont des troubles cognitifs vont avoir plus besoin d'accompagnement, en tout cas de réassurance dans les moments d'anxiété qui peuvent exister, on le sait tous, sur le fil de la journée. Cette présence qui est doublée, elle est également formée aux pathologies neuroévolutives et à l'accompagnement spécifique dont ont besoin les personnes ayant des troubles cognitifs. Donc, on parle de formation dédiée. Ensuite, l'autre axe, ça va être la maison en tant que telle. La maison en tant que telle va être sécurisée. Contrairement, alors, ça ne veut pas dire que les autres maisons ne sont pas sécurisées, mais la sécurité au sein de la maison va être différente, notamment sur l'utilisation des fenêtres. Je prends un exemple très concret, une maison où il y a 1 ou 2 étages, les fenêtres ne peuvent pas s'ouvrir entièrement et on ne peut pas passer par la fenêtre. Idem, la maison, le jardin vont être sécurisés entièrement, c'est-à-dire que ça va être clôturé entièrement. Là où certaines maisons n'ont pas besoin d'une clôture absolument partout, quand ce sont des maisons pour une perte de dépendance dite classique. Ça, c'était le 2e point. Et le 3e point, ça va être au niveau des animations et des activités qui sont proposées, il va y avoir des activités spécifiques aux troubles cognitifs en ayant des ateliers. On a tous en tête les ateliers mémoire, etc., même si on a fait des progrès énormes sur ce type d'atelier. Mais voilà, on prend l'exemple de la zoothérapie, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, ou de la pouponthérapie également. Ça va être des animations et activités qui vont être dédiées à ce type de personnes ayant des troubles cognitifs.
D'accord. Et là, pareil, pas d'obstacle concernant en fait la perte d'autonomie. C'est vraiment l'entretien en fait Oui, qui évalue. Il n'y a pas, enfin voilà, il n'y a pas un stade, on va dire, bon, à partir duquel en fait l'entrée devient quand même compliquée. Non. l'entrée, elle va être compliquée. Et c'est la même réponse au final que Oui. c'est pareil, ça va être ce dont la personne a besoin en termes d'accompagnement. Si elle va avoir tendance à avoir des épisodes agressifs ou des épisodes répétés de fugue, des choses qui en fait demandent un accompagnement autre, c'est-à-dire un accompagnement quotidien médical et paramédical, ça va être compliqué au sein de la maison, en étant tout à fait transparent. Cependant, ça ne représente pas du tout la majorité des personnes atteintes de troubles cognitifs. Donc, justement, ce bilan de situation permet de pouvoir dire oui ou dire non. On a l'honnêteté de dire non quand c'est le cas. Mais les points bloquants, ça va être en fait l'accompagnement qui ne serait pas adapté. Et quand quelqu'un devient agressif et fugue énormément dû à ses troubles cognitifs, on a tout de suite en tête, malheureusement, mais en fait, c'est l'accompagnement qu'il faut d'être en unité spécialisée, par exemple. Donc aujourd'hui là, si vous faites un peu un état des lieux, qui vous demande en fait de rentrer donc dans ces colocations? Est-ce que vous avez par exemple, je sais pas, des amis aussi, hein, donc comme les colocations donc d'étudiants qui ont envie de partager, on va dire, leur fin de vie ou au moins un bout de leur vie ensemble? Est-ce que vous avez des couples ou pas du tout? C'est plutôt des demandes isolées où vous avez un petit peu de tout? Alors, la majorité, ce sont des demandes isolées, toujours de personnes qui ont un lien ou qui ont eu un lien ou une histoire sur le territoire. On a beaucoup de personnes qui viennent, j'aime bien cette expression, qui viennent du cru, de la maison, et qui en fait, soit ont toujours vécu là, soit reviennent à leur histoire, soit, alors après il y a toujours l'exemple des personnes qui se rapprochent de leurs enfants, mais il y a toujours un lien avec le territoire. En termes d'amis, on a eu des demandes conjointes d'amis qui étaient amis depuis 50 ans et qui voulaient être ensemble. Le plus souvent, par contre, les gens deviennent amis au sein de la maison et développent bien sûr des affinités plus particulières avec un autre colocataire qu'un autre colocataire. Et le dernier point de votre question, c'était les couples. On a eu évidemment, et on a des couples au sein des maisons. Et là, c'est le petit moment amusant parce qu'on a deux types de demandes dans ce cas-là, soit être deux dans la chambre, soit avoir une chambre chacun. Alors, c'est pas le même coup. On y reviendra, mais c'est sûrement pas le même coup. C'est pas le même coup, mais j'étais très surpris et au final, ça s'explique par plein de choses, mais d'avoir justement la première demande qu'on a eu de couple, c'était d'avoir deux chambres, d'être sur le même niveau, d'être même côte à côte, mais d'avoir deux chambres bien distinctes. Et donc pour vous aussi, pareil, avec maintenant l'expérience que vous avez cumulée, ils viennent chercher quoi en fait ces personnes? Elles viennent chercher quoi ces personnes quand elles vous demandent en fait de rentrer dans une colocation, de rentrer donc dans vos maisons? En fait, elles viennent chercher de la sécurité, évidemment. Elles viennent chercher une présence rassurante et sécurisante par le biais des assistantes de vie. Mais elles viennent surtout chercher un cadre à taille humaine. Vraiment, on a vu, nous, historiquement, la différence. Au début, c'est quand même un dispositif qui commence à être de plus en plus connu, et c'est tant mieux. Mais il y a 2 ans et demi, les personnes nous appelaient en nous disant « je ne veux pas aller en EHPAD ». Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait de cette information-là? On essaye d'expliquer qu'il y a d'autres choses qui existent, qui maintenant ne se positionnent plus forcément en alternative, mais en quelque chose d'autre, à côté, complémentaire. Et de fil en aiguille, les personnes entendent parler du concept et viennent justement chercher ça, ce côté taille humaine, ce côté stabilité, ce côté chaleureux,
et d'avoir une liberté d'action et d'être respectueux de leur rythme de vie. C'est ça qu'ils viennent chercher. Ils viennent chercher le fait que, comme je le dis, le petit déjeuner, il n'y a pas d'heure, ou par exemple les visites, il n'y a aucune raison de mettre des horaires de visite ou de périodicité des visites, etc. Tant que tout le monde est d'accord, tant qu'au conseil des colocataires, il n'y a pas quelqu'un qui va dire « Oui, mais peut-être que ta famille, elle vient un peu trop parce que vous êtes tout le temps dans la salle à manger commune à 12 ». En fait, ça s'autorégule au sein de la maison. Et c'est ce que viennent chercher les personnes, c'est quelque chose à taille humaine et de chaleureux, en fait. D'accord. Et alors, une autre question qui a d'ailleurs été posée là dans le chat, c'est quel est le rôle des familles, des aidants? On a bien compris qu'il y avait un conseil de colocataires. Ok, mais lorsqu'on est en perte d'autonomie, parfois on n'a pas forcément toutes ces facultés. Donc, quelle est la place des familles? Jusqu'où peuvent intervenir ces familles? Est-ce que c'est bordé aussi cette question-là ou... Tout à fait. Tout à fait. On a essayé d'y réfléchir, bien sûr, en amont. Et quand on a eu l'idée de cet organe un petit peu décisionnel au sein de la maison, qui est le conseil des colocs, est venue ensuite tout de suite la question de oui, mais pour les personnes qui ont des troubles cognitifs, comment on fait pour qu'ils soient représentés? Et en fait, c'est évidemment les aidants qui prennent naturellement en fait le relais lors de ces conseils des colocs pour discuter de l'orientation du projet de la maison. Et ils sont très investis parce que, encore une fois, on est sur quelque chose à taille humaine. Donc, une fois que la maison est ouverte depuis un certain temps, tous les aidants finissent par se connaître et se côtoyer. En plus de ça, nous, on organise 2 fêtes dans l'année, fête de l'été, fête de l'hiver, où tout le monde est réuni et fait que il y a un microcosme qui se crée autour de cette maison et au sein de la maison qui fait que ça fonctionne bien. Donc, les aidants sont bien sûr une pierre angulaire du projet à chaque fois. Et là, j'enlève ma casquette cette famille et je parle en tant qu'ancien infirmier. J'ai été très surpris au début de voir l'investissement versus l'investissement qu'il peut y avoir des aidants en milieu hospitalier ou autre. Après, on pourrait discuter de la place qu'on laisse aux aidants, on est bien d'accord. Mais là, en fait, le modèle permet cette vie à taille humaine et donc de laisser une place significative aux aidants qui sont, dans la majorité des cas, très enclins à prendre. D'accord. Et alors, question aussi, parfois la colocation peut faire envie. Peut-être que plutôt que de se dire que on va partir en résidence autonomie, est-ce que ça vous est arrivé que certaines personnes en fait changent d'avis? Est-ce qu'on a le droit de changer d'avis? Est-ce que on a des périodes d'essai? Comment ça se passe en fait concrètement? Alors, je réfléchis en même temps. Je ne sais pas si on a des personnes qui ont changé d'avis. Peut-être que ça vous est jamais arrivé parce que c'est formidable. Non. Alors, non, mais parfois certaines personnes, vous savez, peuvent se dire « Ah, je me suis trompée ». Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ce qu'on a mis en place il y a un peu plus de mémoire, il y a 6-8 mois, on a mis en place des séjours temporaires au sein des maisons parce qu'on s'est rendu compte que c'était une vraie demande, en tout cas dans les appels qu'on avait. Et cette proportion de temporaire tend à se réduire parce que le temporaire se transforme en permanent. Donc, aujourd'hui, on n'a pas d'essai, on n'a pas de période d'essai. On a surtout, on essaye toujours d'organiser un peu les visites à des moments sympathiques comme le goûter ou autre. Il y a une visite et c'est important que la personne, le futur colocataire soit là et puisse aussi avoir un moment d'échange avec les autres pour voir si ça match ou pas. Donc ça, c'est le premier point, mais il n'y a pas vraiment de période d'essai. Mais il y a la possibilité de faire du temporaire qui, comme je vous dis, se transforme la plupart du temps en séjour permanent, quoi. D'accord.
Et justement, c'est très bien parce que vous êtes en train de reprendre une question là qui vient d'apparaître dans le chat. Vous offrez beaucoup en fait de séjours temporaires ou c'est vraiment en fait occasionnellement si une place se libère, c'est pas un fonctionnement on va dire stable? Alors ça va. Alors c'est occasionnellement et après ça va vraiment dépendre des maisons. D'accord. Parce que alors, vu qu'on est, comme je vous l'ai dit au début, sur de la rénovation, chaque maison est très différente. Déjà, parce que chaque maison est différente en France, mais en plus, elles sont vraiment différentes, qu'on soit dans le Morbihan ou en Moselle. Elles sont différentes au niveau de l'architecture. Et ces maisons qui sont des grandes maisons, parce qu'il faut en moyenne 8 places, fait qu'il peut y avoir une dépendance, il peut y avoir un étage au-dessus, il peut y avoir une chambre en plus au rez-de-chaussée. Enfin, vraiment, c'est des exemples concrets qui vont permettre de faire plus de temporaire sur telle maison, moins sur une autre. Il y a des maisons où ça va être plein tout le temps et il y a déjà une liste d'attente qui est assez longue. Donc, c'est compliqué de mettre en place du temporaire, surtout s'il n'y a pas une dépendance. Donc, c'est un peu géré au cas par cas. Pour pouvoir répondre, mais pour pouvoir surtout essayer de proposer ce temporaire. Mais le problème, c'est qu'on a été victime de notre succès cet été. Alors, c'est horrible à dire, mais on a identifié 2 périodes dans l'année où le temporaire a été demandé. Ça va être sur la période estivale et sur la période de fin d'année. Donc, ceux qui ont été faits à la période estivale se sont transformés en permanents. Donc, cette offre temporaire qui est importante, parce que le répit, bien sûr, des aidants est un vrai sujet, je pense qu'on va le développer en fonction des maisons, comme je vous disais, et des opportunités qui seront locales, de toute façon. D'accord. Donc, clairement, si on recherche une solution de répit, on peut quand même vous contacter, voir en fait s'il y a des places de disponibles au sein des différentes maisons. Oui, tout à fait. Donc ça y est, moi je suis convaincue. Je veux rentrer donc dans une des maisons de cette famille. Je veux faire de la colocation. Qui est-ce qu'on contacte? Comment ça se passe? Alors au-delà de l'entretien, mais quelles sont les démarches à réaliser? Et puis, quand même question très importante, c'est combien ça coûte? Tout à fait. Au niveau des démarches, on a voulu faire quelque chose le plus simple possible, de toute façon. Il faut appeler cette famille ou aller sur le site cettefamille.com et il y a tout un tas de moyens de nous contacter, ou en tout cas qu'on vous rappelle dans les plus brefs délais. Et ensuite, va se mettre en place une succession un petit peu d'étapes qui vont permettre d'intégrer la maison. Première étape, ça va être de discuter d'où vous cherchez et pour quel type de situation. Typiquement, je suis un aidant en Seine-Maritime, j'ai mon proche qui est diagnostiqué maladie d'Alzheimer, j'ai entendu parler de votre maison, ça m'intéresse. Bon, on a déjà beaucoup d'infos à ce moment-là qui nous permettent de dire, très bien, on a une maison pas loin qui est la maison d'Iquebeuf, est-ce que vous souhaitez la visiter, etc. D'accord. Dans ce cas-là, nous, dans le même temps, on programme le bilan de situation. On fait le fameux entretien dont je vous ai parlé au début. On part du principe que tout fonctionne impeccable et que l'accompagnement qui est proposé au sein de la maison serait adapté aux proches de cette personne. Dans ce cas-là, on organise la visite au sein de la maison avec toujours, et ça c'est un petit peu notre leitmotiv et une condition importante, toujours avec la personne qui sera le futur colocataire. Qu'importe si cette personne est en perte d'autonomie pour une maison dite classique ou en perte d'autonomie, trouble cognitif, il faut absolument que cette personne-là soit là parce que ça permet à la personne d'avoir le choix et on considère que c'est très important que la personne puisse voir la maison et s'y projeter ou pas. Donc, une fois qu'on a fait, on a appelé, on a fait le bilan de situation, on a fait la visite,
Ensuite, reste le moment d'accorder, entre guillemets, les violons entre la maison et l'arrivée de la future personne. Et là, c'est du cas par cas. Les entrées sont tout à fait possibles le week-end, etc. Souvent, c'est les demandes qu'on a, hein, parce que les aidants veulent être là et passer un peu de temps au sein de la maison, et c'est toujours plus simple. Donc, il y a une date qui est définie, et la personne intègre la maison le plus simplement du monde. La seule chose qu'on prévoit en amont, c'est s'il y a des besoins d'accompagnement spécifiques, comme un passage d'infirmier pour une glycémie. Je prends un exemple. Voilà. C'est des choses qu'on demande avant pour que ça soit planifié dès l'arrivée de la personne. Pareil, si la personne souhaite venir avec ses meubles ou pas, ou son lit, etc., il faut juste qu'on prépare la chambre en fonction, en enlevant les meubles qui sont déjà à l'intérieur, mais pour laisser de la place aux meubles de la personne lors de son emménagement. Tout simplement. Ok. Et alors, combien ça coûte? Combien ça coûte? C'est la grande question, et c'est le nerf de la guerre. En maison, pour une perte d'autonomie classique, on va être sur un reste à charge moyen de 1 700 € par mois. Donc, je rappelle, nourri, logé, blanchi et accompagné, comme on dit. Je n'ai pas trop cette formule-là, mais ça permet de bien comprendre que tout y est inclus. Et pour une maison qui s'adresse aux personnes ayant des troubles cognitifs, on est à 1 900 € de reste à charge moyen. D'accord. Elles peuvent bénéficier de l'APA. Elles bénéficient de l'APA à domicile, c'est leur domicile. Donc, oui, bien sûr. Classique. Elles bénéficient de l'APA, elles bénéficient du crédit d'impôt sur le fait de faire appel à un service d'aide à domicile. Certaines personnes peuvent bénéficier de l'APL. Elles ont bien sûr droit aux aides au même titre que le domicile. D'accord. Alors, j'avais une question assez intéressante. C'était donc dans le cas où les personnes, donc où la personne est bénéficiaire donc de l'APA, est-ce qu'il y a un partage justement des plans individuels? Parce qu'effectivement, au domicile, en fait, rien n'est partagé. Donc là, comment ça se passe? Eh ben, c'est une excellente question où il va y avoir plusieurs réponses, parce que malheureusement ou heureusement, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Ça va dépendre du département dans lequel on se trouve. Sachant que l'APA est régie par le département dans lequel on fait la demande, dans lequel on se trouve, chaque département va avoir sa conception et sa vision de l'accompagnement au sein de l'habitat partagé. Et là, je ne parle pas uniquement pour cette famille, mais pour l'ensemble des entreprises et des associations qui opèrent des habitats partagés. Ça va dépendre vraiment du département. Et nous, on a plusieurs cas de figure où ça va être mutualisé, où on va considérer que non, c'est personnalisé, donc ça reste au niveau personnel, et on va sur le plan d'aide mutualiser certains moments, comme la préparation des repas. Donc voilà, en fait, soit selon le département, c'est mutualisé complètement, soit c'est un modèle hybride où il va y avoir les besoins individuels, mais une mutualisation des temps qui sont en effet mutualisés au sein de la maison, la préparation des repas, la gestion du linge. D'accord. Et le dernier, ça va être complètement individualisé, parce qu'on part de principes qui sont, le département part de principes qui sont à domicile, et que du coup, au même titre que s'ils étaient voisins, ils ont leur APA individualisé. Donc la réponse est soit mutualisée, soit hybride, soit individualisée. J'avais aussi une question sur existe-t-il au sein de ce dispositif, alors attendez, hop, donc un personnel spécifique chargé de la coordination des intervenants, parce qu'effectivement on a bien compris que vous faites appel en fait à un service extérieur de service d'aide à domicile, mais est-ce que donc il y a un service de coordination pour chaque colocataire, ou travaillez-vous en lien avec les dispositifs de coordination type CLIC, MDA, enfin voilà, donc qui assure cette coordination, parce que c'est quand même de la gestion entre le partage des tâches, enfin voilà. Tout à fait. Alors, en fait, ça va dépendre des sujets, très concrètement. Si on est sur une coordination au niveau de l'accompagnement, ça va être le service d'aide à domicile qui gère, parce qu'ils ont leur responsable
locaux qui, d'habitude, sont en train de gérer l'équipe d'assistants de vie qui intervient au domicile de plusieurs bénéficiaires. Et à ce même titre-là, ils vont gérer la maison. On avait en tête la maison d'Iquebeuf. Ils vont gérer la maison en assurant la présence au sein de la maison, en assurant les roulements, en assurant que les courses soient faites, etc. Tout ça, c'est le rôle de l'accompagnement du service d'aide à domicile. Si on est sur la vie partagée et l'animation de la maison et du projet de vie au sein de la maison, ça va être la mission, dans ce cas-là, du représentant local de cette famille. C'est notre mission à nous. On veille sur la maison, on veille sur la qualité d'accompagnement, on veille sur les animations, sur la maintenance de la maison. Hein, si on est sur la vie quotidienne, et une maison, ça s'entretient. Tous ces aspects-là vont être gérés par cette famille. Donc, on a l'accompagnement le SAD, la maison en tant que telle et la vie au sein de la maison par cette famille. Et la dernière coordination qu'il peut y avoir en termes d'évolution de chaque colocataire dans son parcours patient ou autre, va justement être fait en lien avec les clics ou même avec le CCAS ou ce genre d'instances qui existent sur chaque territoire, qui bien sûr nous connaît le fonctionnement de la maison et va pouvoir intervenir quand on a besoin d'eux ou quand ils ont besoin de nous également. Parce qu'on on est souvent en lien avec eux quand le CCAS d'une commune va dire j'ai une solution, une situation difficile en ce moment, est-ce que vous avez une solution à m'apporter? Je dis ça parce que j'ai eu la demande il n'y a pas longtemps pour justement un séjour un peu de répit temporaire parce qu'il y avait une situation complexe sur une commune. Donc, au niveau de la coordination de la maison, ça dépend vraiment du sujet qui doit être coordonné. D'accord. J'ai aussi une question sur les seniors qui présentent des troubles psychiques, psychiatriques. Ont-ils la possibilité d'intégrer ce dispositif innovant? Parce qu'effectivement, c'est pareil, c'est une prise en charge quand même spécifique. Alors, tout à fait. En termes de troubles psychiatriques, ça va être la même réponse que pour le reste. Ça va dépendre vraiment de l'accompagnement qui est nécessaire. Et dans le bilan de situation, on va dans ce type en profondeur sur ce type d'aspect et avec certaines questions lorsqu'il y a des pathologies qui sont compliquées, je dirais en tout cas de prime abord, pour intégrer un habitat partagé. Mais on peut avoir tout à fait une personne ayant des troubles psychiatriques et encore une fois, ça va dépendre de la personne, du trouble et également de l'état dans lequel se trouve cette personne au moment où elle appelle. Donc, on a, comme je vous l'ai dit, des limites qui sont les limites de l'accompagnement qui ne seraient pas adéquats au sein de la maison. Mais, entre guillemets, presque tout est possible. Vraiment. Okay. Enfin, on a eu une personne en situation de handicap mental qui a intégré une maison parce que c'était son souhait et parce que après avoir fait le bilan de situation, en fait, tous les feux étaient ouverts et c'est resté ouvert et elle a intégré la maison. D'accord, ok. Donc, avec un accompagnement individuel et forcément en fait des réponses adaptées si la situation évolue. Exactement. Vraiment, ce bilan de situation a été construit comme ça et ça permet justement d'avoir une marge de manœuvre. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas blanc ou noir de toute façon. Même dans la vie en général, c'est pas blanc ou noir. Donc, on a toujours des situations qui sont tout dans le blanc et super. Des situations qui sont tout dans le noir où là, en fait, ce qui est proposé n'est pas adapté. Et puis, on va avoir les situations qui sont entre les deux dans la zone grise où là, il va falloir qu'on en discute au sein du plateau technique d'Argentan pour peut-être même avoir un complément de ce bilan de situation au moment de la visite. Ça permet aussi de rencontrer la personne qui intégrerait la maison et de se positionner et d'être honnête en disant non ou en disant oui,
on y va. Mais j'ai quand même une question concernant les soins. Effectivement, on a bien compris qu'il y avait des services d'aide à domicile, que le médecin, donc médecin de ville. Mais lorsqu'il y a des soins, est-ce que la personne appelle une infirmière d'État libérale ou est-ce qu'elle, en fait, il y a des infirmières qui sont missionnées ou il y a des contrats avec la maison, je sais pas, hein, donc des conventions. Non, ça c'est comme le médecin de ville. Exactement. Okay. C'est comme le médecin de ville. C'est comme en fait, c'est encore une fois la liberté de choix. Il n'y a pas de contrat avec une infirmière particulière. Par contre, ce qu'on constate dans les faits, c'est que quand une maison est ouverte depuis un petit moment, c'est souvent les deux mêmes cabinets qui interviennent parce qu'ils connaissent la maison, parce que à un moment, il y a une patiente de tel cabinet qui a justement intégré la maison. Ou un médecin qui au début a eu une patiente qui est rentrée dans la maison et puis qui petit à petit a pris comme patient les autres colocataires de la maison. En fait, tout ça, ça revient à l'idée de microcosme local. Donc non, il n'y a rien d'imposé, encore une fois, hein, c'est le modèle qui veut ça, il n'y a rien d'imposé. Et si une personne intègre la maison en ayant déjà son médecin, déjà une infirmière qui intervient à son domicile et que ces professionnels-là peuvent intervenir à la maison, cette famille, et ben évidemment qu'ils peuvent venir. C'est vrai que on a dit hein, que parfois donc ce mode de colocation, enfin ce mode d'habitat alternatif avait ses limites. Parfois donc la sécurité n'est plus assurée et il faut partir sur un autre mode de lieu de vie, un autre mode de vie. Et qui prend la décision? C'est vous, les médecins, c'est une coordination donc avec la famille parce que ça doit être quand même un déchirement pour la personne. C'est une décision de toute façon qui s'impose à la personne et au sein de la maison, malheureusement. C'est une décision qui s'impose, comme je vous le dis. C'est-à-dire que à un moment, concrètement, ce qui est proposé au sein de la maison n'est plus adapté. Et qui fait les premières remontées, c'est évidemment l'équipe au sein de la maison qui, petit à petit, va dire on se rend compte que pour manger, ça devient compliqué. On se rend compte que avant, elle était agressive une fois par semaine. Maintenant, c'est tous les jours. Et dans ce cas-là, en fait, il y a ce vrai suivi de par la taille humaine qui permet de ne pas avoir une perte d'information, qui permet de mettre en place des mesures correctives, hein, que ce soit en lien avec le médecin avec un changement de traitement, que ce soit en lien avec l'animation ou le fait de plus mobiliser cette personne dans, par exemple, la préparation des repas pour penser à autre chose. Il va y avoir tout un tas de petites décisions au sein de la maison qui vont essayer de gommer ce changement. Et si c'est plus possible, en fait, la décision s'impose. Et dans ce cas-là, il y a une vraie discussion entre le colocataire en tant que tel, les aidants, évidemment, et souvent, vu que c'est l'équipe sur place, et nous. Et à ce moment-là, on accompagne vers une autre solution, en faisant ce qui est souvent le pire à faire pour les aidants par manque de temps, en faisant un petit peu les recherches locales sur est-ce qu'il y a des places ou pas, etc. Et on accompagne dans cette évolution du parcours pour ne pas évidemment mettre la personne dehors ou que ça soit abrupt. Il y a une vraie réunion collégiale, ça devient compliqué au sein de la maison. Vous l'avez vu de toute façon en rendant visite à votre proche. L'équipe vous a alerté. Maintenant, il va falloir faire des choix. Mais on accompagne énormément là-dessus et c'est ce qui fait que les départs dans l'ensemble se passent bien parce en fait, c'est avant tout l'accompagnement de la personne qui est en jeu. Donc, je comprends. Ça s'impose à tout le monde, en fait. Merci vraiment Florent donc pour cette intervention de qualité, pour aussi donc toutes ces réponses pointues, et puis merci aussi à vous tous pour votre participation et puis pour toutes les questions qui ont été posées. Encore une fois, voilà, donc on n'a pas eu le temps de tout voir, mais franchement on le mettra dans le compte rendu. Et puis vous pouvez aussi nous retrouver en fait sur l'ensemble des réseaux sociaux.
Encore merci à tous et je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Merci. Au revoir Florent. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.